Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne nationale. Pour commencer ce plateau, je cite « Nous voulons aider la jeunesse et les femmes ». Cette phrase revient souvent dans les discours politiques et c'est d'ailleurs l'un des motifs du recentrage du gouvernement, selon le compte-rendu du premier conseil des ministres de cette équipe remaniée le 20 avril dernier. Il est question aujourd'hui justement de débattre de l'implication de la jeunesse dans le processus de prise de décision. Quelle est sa part de responsabilité? Qui est jeune et qui ne l'est pas? C'est parti pour 1 heure de débat. Une heure avec 3 invités. Ahmad Mamad Hassan, juriste, enseignant, chercheur. Vous êtes souvent invité sur notre plateau. Très contente de vous retrouver ce soir. Merci, bonsoir, parce que je suis moi également intéressé par le sujet que vous évoquez le plus souvent dans ce que vous appelez l'actu. Et puis, dans ces émissions, je travaille sur les sujets que vous évoquez le plus souvent, soit la jeunesse, soit les femmes, soit les questions institutionnelles ou les questions de l'État ou de la République. Ça entre dans le cadre de mes activités de chercheur et donc c'est pour ça que j'essaie de contribuer avec vous pour apporter ma contribution à la télévision nationale pour éclairer l'ensemble de l'opinion. Et les femmes, on en a parlé. Hein, les ici. femmes, on en a parlé. Maintenant, il s'agit d'évoquer la question de la jeunesse. Exactement. Ensuite, Renaud Dingemnayal, vous êtes écrivain, formateur, vous êtes jeune, vous écrivez, c'est vrai. Et quelle est votre contribution dans la cité? Ma contribution dans la cité en tant que jeune auteur, c'est d'essayer de conscientiser autant que faire se peut à travers donc les écrits. Et j'essaie en plus de cela d'animer des ateliers d'écriture et d'être très actif dans le milieu jeune, notamment dans le milieu associatif. Très bien. À côté de vous, Succès Mastra, il est le président de Génération ABCD, Anybody Can Dream. En français, chacun peut rêver, la jeunesse peut rêver, elle doit rêver. Elle doit rêver. Bonsoir aux téléspectateurs et je suis vraiment enchanté de prendre part à ce débat. Effectivement, donc, vous le disiez tantôt, la jeunesse doit rêver. J'allais ajouter, elle doit oser donner sa contribution parce que nous sommes dans un pays qui est à majorité constitué de jeunes. L'espérance de vie d'ailleurs en moyenne n'est que de 40 ans d'une certaine manière. Donc ça veut dire que la grande majorité, j'allais dire 2/3, c'est des jeunes. Donc c'est un débat qui m'intéresse en tant que jeune fonctionnaire international, en tant que jeune qui aime ce pays. C'est intéressant justement de débattre de cela. Donc c'est avec grand plaisir. Et très bien, pour circonscrire dans notre thème, qui est jeune et qui ne l'est pas? La parole est à qui veut la prendre vraiment? Écoutez, c'est une question extrêmement difficile que vous posez là, parce que la jeunesse part de l'âge de 18, je veux dire de la naissance à 77 ans. À 77 ans, on dit tout simplement qu'on est toujours jeune. Mais la question de la jeunesse aujourd'hui, c'est la frange de population selon les démographes, les franges de population de la naissance, donc de l'existence de l'enfant à un certain âge, comme l'a dit tout à l'heure M. Masra, jusqu'à l'âge de l'espérance de la vie, et notamment chez nous, selon les dernières recherches, nous sommes à 47 ans d'espérance de vie. Nous sommes à 47 ans d'espérance de vie, mais les jeunes sont de 7 à 40 ans pour le moment. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ça la frange de la jeunesse qui constitue la grande majorité de la population tchadienne. J'allais dire, peut-être en complément, mais avec une petite différenciation avec le professeur, dire que pour moi, être jeune, c'est davantage un état d'esprit qu'une question d'âge. Et je pense que certes, l'âge, ça permet un peu de délimiter les choses, de dire à partir de ce moment-là, on est considéré peut-être plus mature, plus vieux, et avant cela, on est peut-être jeune. Mais pour moi, la jeunesse, c'est un état d'esprit pour dire que rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance, que ce soit l'histoire d'une réussite personnelle, familiale, ou à l'échelle d'un pays, ou à l'échelle des continents. C'est un moment où, d'une certaine manière, les opportunités sont encore là, où on est je dirais, au fleur de l'âge et où tout est encore possible d'une certaine manière. Donc, si j'allais me résumer, pour moi, être jeune, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit sur la possibilité de faire bouger les choses, de faire changer encore les choses. Alors, quel pourrait être donc l'engagement de la jeunesse dans le développement d'un pays? Tout en partageant le point de vue de Succès, j'aimerais quand même essayer de circonscrire. Quand on dit que la jeunesse va de 7 ans à 77 ans, c'est le vocable qu'aiment utiliser les politiques pour
mettre tout le monde, je dirais, dans le même sac. En réalité, quand on a jusqu'à 17 ans, c'est l'enfance, l'adolescence. La jeunesse, véritablement, mais quand commence vous parlez à 18 ans, à l'âge de la majorité. Dans le contexte tchadien, je crois que ce n'est pas le cas. Oui. Quand on parle de la jeunesse et des femmes. Commence à l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans chez nous, et ne va pas aller jusqu'à 77 ans, comme l'a dit le docteur. Mais je pense que quand on a atteint la quarantaine, on est censé avoir atteint la maturité et on devrait, même si on a l'état d'esprit dont parlait Succès tout à l'heure, on devrait commencer par dire qu'il faut laisser la place aux jeunes. Vous représentez ce soir les jeunes, la crème de la jeunesse tchadienne. Quel pourrait être votre engagement? Je ne vais pas, peut-être ce sera jeter trop de fleurs que de dire qu'on représente la crème de la jeunesse tchadienne. Une chose est sûre, moi, à titre personnel, je pense que je voudrais faire partie des jeunes qui veulent contribuer à faire rayonner le pays, parce que nous aimons tous, je pense, ce pays. Et avec la chance que j'ai de voyager à travers différents pays sur le continent ou au-delà, tous les jeunes Tchadiens que je rencontre, qui voyagent, qui étudient, qui sont au Maghreb, qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont en Afrique du Sud, au-delà même des frontières, qui vont en Europe ou bien aux États-Unis, en Asie, eh bien, on sent bien qu'ils ont envie aussi. Ils sont nombreux qui ont envie un peu de contribuer un peu au développement du pays. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que, d'une certaine manière, il faudrait qu'en tant que jeunes, nous nous rendions compte que avoir voix au chapitre, parce que vous le disiez tantôt, la question c'est de savoir quelle est la part ou la responsabilité des jeunes dans le processus de prise de décision ou bien les décisions qui concernent l'avenir du pays. Ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que occuper cette place qui leur revient, ça doit être un combat qui leur appartient d'abord en premier, d'une certaine manière. Ce ne sera pas une sorte de cuisine qui sera faite et mise à leur disposition. Il leur appartient, un peu comme à l'échelle d'un pays. La liberté est une chose qui est une conquête. Le développement est une conquête. Donc, la place de la jeunesse aussi doit être une sorte de conquête. Donc, s'il y avait un message à l'endroit des jeunes pour se résumer, ce sera de dire qu'il nous faut l'audace d'une certaine manière pour contribuer, pour modifier là où nous pensons qu'il y a des modifications à faire. Que voulons-nous encore laisser pour l'histoire de ce pays? Contribuer à la nation, contribuer à bâtir une nation plus forte, contribuer au développement du pays. En quoi est-ce que, à travers nos actions de tous les jours? Donc il faut que nous rêvions grand, mais au-delà du rêve, parce que je finis là-dessus, j'aime bien lire un auteur, Martin Luther King, qui, à sa mort, un de ses amis lui rendait hommage et il disait, Martin Luther King, dont on sait que le combat un peu aux États-Unis n'a pas été pour rien dans l'élection de quelqu'un comme Obama aujourd'hui. Lorsqu'il était mort, un de ses amis lui rendait hommage et il disait, Martin Luther King avait un rêve, mais il n'était pas un rêveur. La différence entre les deux étant que celui qui a un rêve, il attend que ce rêve-là se réalise. Pour parler du fameux I have a dream. Voilà, mais qu'il n'était pas un rêveur. C'est-à-dire que celui qui a un rêve, il travaille à transformer ce rêve-là en réalité. Alors qu'un rêveur, il attend tranquillement que cela arrive. Donc, s'il y avait une exhortation à donner à l'endroit un peu de la jeunesse tchadienne, c'est de dire, rêvons d'un Tchad grand, mais faisons de ce Tchad-là un Tchad qui sera réellement grand à travers nos actions de tous les jours. Alors, la jeunesse doit rêver, mais pas être rêveur. La jeunesse, effectivement, doit avoir un rêve, doit rêver, mais pas être rêveuse, d'une certaine manière. D'accord, merci. Vous voulez dire simplement que la jeunesse doit avoir des ambitions. Doit avoir des ambitions. Effectivement, une jeunesse doit avoir des ambitions, mais ça doit être une jeunesse responsable. Une jeunesse responsable, parce que la question de la jeunesse, madame, préoccupe c'est-à-dire tous les décideurs, dans tous les pays du monde, parce que ça constitue la majorité des franges de population dans un État donné. Quelles que soient les conditions, la jeunesse constitue la frange de population. L'avenir d'une nation est basé sur le devenir d'une jeunesse. Quelle qualité de jeunesse, en quantité et qualité? Quelle est cette jeunesse qu'il faut pour relever les défis? Quelle est cette jeunesse qu'il faut pour construire un Tchad de demain? De quelle jeunesse parlons-nous? Une jeunesse
je veux dire, elle est minée par un certain nombre de pesanteurs. La société elle-même, tous les problèmes que porte notre société se reflètent sur le comportement de notre jeunesse. Finalement, il y a trop de pesanteurs. Parlant des femmes, les pesanteurs sont là. Nous avons parlé des femmes la dernière fois. J'ai dit que nous avons des pesanteurs. Pour les femmes, c'est plus crucial parce que nous avons des pesanteurs socio-culturels pour les femmes. Par contre, pour les jeunes, ces pesanteurs socio-culturels sont assez relatives parce que le monde devient de plus en plus petit avec l'échange de médias. Les jeunes apprennent beaucoup de choses par les télévisions, les jeunes échangent et ils connaissent d'autres comportements, d'autres jeunesses. Vous savez, même ne serait-ce que l'habillement change et puis ça devient beaucoup plus uniforme que vous soyez d'une jeunesse de Paris, que vous soyez d'une jeunesse de Los Angeles ou de N'Djamena à Ardeb Djoumal. Les jeunes commencent à la télévision à imiter un certain nombre de comportements. Maintenant, des questions internes plus responsables au-delà du côté esthétique, il y a une jeunesse qui est liée à un défi de développement, une jeunesse liée à un défi de relever de faire mieux que les aînés, de faire mieux que les parents. Mais alors là, dans ce cas, il lui faut des atouts. Une jeunesse doit être encadrée. Et là, c'est la responsabilité, comme on a dit tout à l'heure en privé, c'est tout un chapelet de responsabilités qu'il fallait étaler. Il y a les parents, il y a l'État, il y a les politiques, les décideurs, mais il y a les jeunes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme destinée à main? Comment ils doivent se faire? Est-ce qu'ils doivent attendre que les politiques décident à leur place, créant un ministère de la jeunesse, créant une structure de la jeunesse, les partis politiques les ancragent dans certaines structures des jeunes, dans tel parti ou tel autre parti, pour les permettre de militer, les mettre quelque part dans 2 ou 3 ministères de gouvernement pour dire qu'ils sont associés, et donc ils doivent prendre leurs responsabilités, comme les femmes d'ailleurs qui demandent que le quota. Elles ne demandent pas plus, elles ne demandent que le quota. Et dans ce cas-là, ça devient, ils sont dans une situation de passivité qui ne dit pas son nom. Alors, que doit faire la jeunesse? Que doit faire la jeunesse? La passivité dont parle le docteur est à combattre. La jeunesse ne doit pas attendre l'avenir comme on attend un train. Elle devrait prendre son destin en main. Cela suppose qu'elle s'implique activement dans ce que vous avez appelé vous-même tout le processus de prise de décision. Elle ne va pas attendre qu'on l'implique, d'où la notion de responsabilité. Mais il convient quand même de préciser, et ça je l'ai dit au début, que dans notre société, nous aimons les enfants parce qu'ils sont une promesse de survie et de continuité. On se dit quand nous ne serons pas là, c'est nos enfants qui vont nous représenter. Mais nous avons peur de la jeunesse parce que cette jeunesse-là, elle a d'autres idées. Le monde étant devenu aujourd'hui un village planétaire, c'est une jeunesse qui a d'autres idées, qui veut innover et du coup, il y a une sorte de conflit, je dirais, de génération. Non, il n'y a pas conflit de génération. Il n'y a pas conflit de génération en tant que tel, je m'excuse. Il n'y a pas conflit de génération. C'est que nous avons une nouvelle génération. Si vous parlez de conflit de génération, c'est qu'on risque de dire, les aînés disent quoi? Les jeunes de maintenant ne savent rien. Ils ne sont pas respectueux, ils sont violents, ils ne savent pas le respect des anciens, le respect des aînés. C'est des jeunes qui ne savent pas comment vivre. Ils sont toujours dans une situation de violence, dans une situation de haine, dans une situation de passivité, comme je l'ai dit, et de facilité. Ils veulent toujours imiter les faux, ils veulent faciliter les faux diplômes. Il y a un certain nombre de choses. Mais je pense que, j'imagine que le docteur, en évoquant cela, n'est pas en train d'approuver ce que les aînés disent. Parce que j'aime une boutade lorsqu'il m'arrive de discuter avec les gens de ma génération, de dire l'histoire, par exemple, récente et actuelle de notre pays, qui est une histoire couronnée, par exemple, d'un certain nombre d'années de guerre, de violence, de déchirure, j'allais dire, est une histoire dont, je dirais un peu, la grande responsabilité ne revient pas forcément aux jeunes, d'une certaine manière. Parce que, d'une certaine façon, dans la plupart des pays d'ailleurs, les gens qui ont des responsabilités pour orienter le destin d'un pays et tout, sont souvent plutôt des gens, je dirais, d'un certain âge, qui ont atteint, et ce n'est pas forcément, par exemple, la fine jeunesse qui est associée en premier lieu à des décisions, même si ces décisions sont des décisions de confrontation, d'absence de cohésion et tout. Donc, si on regarde avec un peu de recul, on se dira en réalité, un certain nombre de bonnes idées, de possibilités de changement ne reviennent pas forcément. Ce n'est pas une question de jeter le discrédit, par exemple, sur les aînés, mais de dire, il n'y a pas, aux âmes bien nées, comme on dit, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Absolument. Et que d'une certaine manière, peu importe notre jeunesse d'âge, on a une
on a voix au chapitre. Et peut-être les meilleures solutions, les meilleures idées peuvent aussi provenir des jeunes. Donc, d'une certaine manière, ça rejoint un peu ce qui a été dit. Absolument. C'est pas pour corriger ce passé-là qu'on compte sur les jeunes maintenant. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un réel changement aussi, je dirais, un peu de mentalité. Et de lire notre histoire. Parce qu'on dit les histoires. L'histoire d'un pays vaut pour sa population son éducation. Et la capacité à lire cela avec recul va déterminer comment on va se propulser vers l'avenir. Si on regarde notre histoire actuelle, notre histoire récente, et qu'elle a été émaillée d'une certaine manière, des blessures, des choses que nous ne voulons plus pour l'avenir, comment faisons-nous pour que cet héritage ne nous accompagne plus pour l'avenir? Ça demande un réel changement de mentalité. Mais ça ne veut pas dire que finalement, tout cela est facile à faire d'une certaine manière. Mais ça demande que les jeunes se rendent compte qu'en fait, il faut y aller et chacun à sa place doit pouvoir... Justement, chacun à sa place. Je suis d'accord avec vous. Parce que quand moi, je ne suis pas... parce que je suis à l'intermédiaire entre ce qu'on appelle la jeunesse, entre les aînés. Moi, je suis un enseignant et je vois ce que je constate dans les instituts de formation, dans les universités auprès desquelles j'interviens. Le problème de la jeunesse, c'est qu'elle est très pressée. Et c'est une jeunesse mal formée et mal outillée. Mal outillée pour forcer l'estime et arracher sa place. Une jeunesse qui est très majoritaire. Aujourd'hui, rare des jeunes. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Mal outillé par la qualité de la formation et par le défi de responsabilité qu'on peut lui confier. J'avais dit, nous avons une jeunesse d'un niveau extrêmement grave, d'un niveau très exécrable. Peut-être que vous allez me dire que peut-être que c'est la question des pays, peut-être la question politique, la question économique, la question des événements que le pays a connus, ont fait que la baisse du niveau au niveau scolaire, je ne prends qu'un seul repère, je ne prends qu'un seul repère, seulement un seul élément de la formation de qualité. Aujourd'hui, la technologie est devenue un élément essentiel de notre vie, un élément essentiel de développement. Aujourd'hui, si les politiques, si le président de la République dit que je veux consacrer une grande part des ressources pour le développement de la jeunesse, pour aider la jeunesse, pour qu'elle puisse s'assumer. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait un répondant, que les jeunes eux-mêmes puissent dire « nous sommes prêts à assumer notre responsabilité, son excellence ». Nous sommes prêts par l'effort au niveau de l'enseignement, par l'effort de leur formation, de la maîtrise de leur métier. Les métiers ne sont pas forcément au niveau doctoral, au niveau universitaire, au niveau des métiers, comme aujourd'hui vous êtes arrivés, là, comme on dit les crèmes. Mais même au niveau des simples métiers, d'outils, de spécialisation, ne serait-ce les jeunes aujourd'hui sont pressés pour pouvoir arriver à occuper des postes de responsabilité au niveau de la fonction publique, au niveau de tous les secteurs de la société, mais à la fin, ils ne sont pas outillés. Quand vous leur donnez une responsabilité, ils ne sont pas capables de l'assumer dans le cadre technique, dans le cadre de mieux gérer. Aujourd'hui, je ne fais pas un procès des jeunes, ni un procès des adultes. Chacun a ses responsabilités. Moi, je ne fais qu'un appel aux jeunes. Vous êtes la grande majorité de la population. Un pays ne peut pas se développer sans une jeunesse de qualité. Ils sentent un investissement de la part des aînés sur leur jeunesse. Aucun parent ne peut laisser son enfant à la marge, mais que les jeunes eux-mêmes se ressaisissent, que les jeunes eux-mêmes puissent assumer leurs responsabilités. Voilà ce que je dis. Je pense qu'il y a un élément fondamental qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est la question de l'excellence citoyenne d'une certaine manière. Parce que la jeunesse aujourd'hui, je pense que même d'une certaine manière, les plus âgés, dans leur peut-être comportement non prémédité, j'allais dire, pour donner un peu l'excuse au moins des circonstances atténuantes, dans leur comportement peut-être non prémédité, ne donnent pas des signaux parfois de la nécessité de l'excellence citoyenne aux jeunes. Au point où les repères pour les jeunes, ce n'est pas forcément les gens qui prônent la tolérance, ce n'est pas forcément les gens qui gèrent les deniers publics avec plus de responsabilités, ce n'est pas forcément les gens qui plaident réellement, par exemple, pour la construction d'un État-nation à l'échelle du pays. Et donc, il nous faut, et je crois que le travail réel, pour rejoindre aussi en partie sur la nécessité d'avoir une jeunesse bien formée, pour moi, au-delà de la formation académique, au-delà des diplômes, des doctorats, des ingénieurs, je ne sais plus quoi, c'est d'abord l'éducation citoyenne. Cela manque cruellement dans notre pays. Ça doit venir de qui? Et ça doit venir aussi. Pour nous, je pense que les jeunes ont un rôle à jouer là-dedans. Et je fais peut-être une petite dichotomie pour dire, en discutant aussi un peu comme ça avec les amis, vous m'avez présenté tantôt en parlant de génération ABCD. ABCD, nous l'avons initié aussi en partie avec un certain nombre de jeunes pour dire comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui nous suivent, que nous puissions peut-être
pour les gens qui ont réussi un tout petit peu, raconter leur histoire, leur dire, eh bien, nous voulons vous attendre sur le chemin de l'excellence. L'excellence, pas seulement académique, mais l'excellence citoyenne. Et nous avons souhaité donner corps à cette association à l'occasion du décès de Nelson Mandela le 5 décembre 2013. Et ce que nous avons voulu présenter comme histoire, c'était dire que cet homme n'était pas forcément allé dans les meilleures écoles. Non, il n'était pas forcément le meilleur docteur de je ne sais plus quelle grande université à travers le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à lui reconnaître une certaine excellence citoyenne. C'est peut-être cela la colonne vertébrale qu'il nous faut réussir à asseoir. Ça, ce n'est pas les jeunes qui doivent le faire. Les dirigeants, non. Ça, ce n'est pas aux jeunes seulement, c'est au niveau des gestionnaires de l'État. Je pense que les jeunes ont un rôle à jouer là-dessus. Non, les jeunes, il faut qu'on leur donne le cadre. Non, il faut qu'on leur donne le cadre. Ce que vous appelez l'excellence citoyenne, ça commence d'abord à l'école républicaine. Ça commence d'abord à l'école républicaine à la base. Et ça, cette école républicaine, je l'ai évoqué tout tantôt en disant simplement que nous avons connu un certain nombre d'événements qui ont peut-être dénaturé un peu ce qu'on appelle la République, notamment, et son contenu et ses valeurs. Ce qui fait que l'école républicaine, aujourd'hui, si vous trouvez des aînés qui avaient fait l'école à l'époque, cette école-là a changé aujourd'hui. Cette école n'est plus la même. Ce n'est pas que le problème du syllabaire, je veux dire le programme, le contenu ou les encadreurs, mais c'est un problème du patriotisme, c'est un problème de l'apprentissage, de la responsabilité, de l'amour du patrie, d'un certain nombre de valeurs qui sont enseignées à cette école-là, à la base, à l'enfant. L'enfant grandit avec ces genres de valeurs et après, le complément, comme si vous le dites, le complément universitaire de formation professionnelle n'est qu'un élément pour former l'homme à l'âge adulte, pour pouvoir assumer sa part de responsabilité et sa place dans la société. Maintenant, nous, on a un problème. Ce que vous dites là rappelle toute la responsabilité de la gestion de l'État, et donc des adultes. Les jeunes, il faut qu'on leur offre cette école républicaine, qui commence à l'âge de 5 ans, qui commence à l'âge de 6 ans. Et en ce moment, quand l'enfant apprend cette école, il apprend un certain nombre de valeurs. Voyez-vous que ça n'a pas été fait? Oui, le problème c'est qu'il y a une nette différence entre cette école républicaine qui forme le citoyen de demain et cette école aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une nette différence où les événements avaient changé cette mentalité aujourd'hui. Il y a un manquement. Donc, il y a un manquement parce que nous avons fait beaucoup de débats au niveau de ce qu'on appelle la qualité de l'enseignement, la question de la baisse du niveau, la question de toute cette problématique avait été posée et toute cette chaîne-là de responsabilité avait également été égrenée. Mais je dis, c'est vrai, les jeunes ont leurs responsabilités, les aînés ont leurs responsabilités. Je reviens sur un mot que j'ai utilisé. Les jeunes ne peuvent assumer leurs responsabilités et leur place qu'en étant des jeunes responsables. Oui. Non, moi je pense qu'on est d'accord sur le fait que la responsabilité doit être une responsabilité partagée. D'où la question un peu de chapelet de responsabilité. Mais si les gens devraient s'apitoyer sur les résultats du baccalauréat catastrophique, si les gens doivent s'asseoir là, les jeunes, j'allais dire, pour s'apitoyer par exemple sur la baisse de niveau, s'apitoyer sur le fait que quand demain, il y a des gens qui sont peut-être brillants à l'école, très forts en calcul mathématique, qui ont appris par cœur les leçons de civisme et tout ça, et puis demain, lorsqu'on leur confie des responsabilités, ils n'en sont pas à la hauteur, parce que leurs valeurs profondes qu'ils ont épousées sont aux antipodes de toutes ces formules juridiques et tout ça qu'ils ont appris. Donc, moi je pense qu'au-delà de la formation, de la qualité et des programmes, c'est d'abord ce que les gens vont épouser littéralement dans leur mentalité, dans leur cœur. Je pense que c'est sur cela qu'il faut d'abord travailler. Et là, vous vous adressez directement aux jeunes. Bien sûr. Et en même temps, ceux qui sont peut-être moins jeunes aujourd'hui, qui ont la possibilité d'aider ceux qui viennent après eux à avoir des modèles différents, des modèles qui peuvent être, je suis un peu grossier, mais pour dire voleurs de la République, des modèles qui peuvent être des gens qui n'ont pas forcément les comportements qu'on attend de quelqu'un qui va, par exemple, gérer les choses qui concernent l'intérêt général de la meilleure des manières. Donc, là, vous posez un problème de la problématique de la société. Qu'on transpose. La société elle-même. Et qu'on permette aux jeunes d'identifier des modèles et de dire, peu importe leurs conditions initiales, ils peuvent se dire qu'ils peuvent contribuer à construire un Tchad meilleur et que la société est regardante là-dessus et est prête à récompenser ces gens de jeunes. Ça, on est d'accord. Au-delà de la performance académique. Non, la performance académique n'est qu'un complément par rapport à un certain nombre d'objectifs de développement. On voudrait former des juristes, des sociologues, des historiens, des économistes, des médecins. Ça, c'est un autre problème. Et même dans le milieu des jeunes, le débat est ailleurs. Maintenant, on parle aujourd'hui de l'intégration de la fonction publique. Voilà, exactement. Et avec des facilités. Avec des facilités. Et moi, je dis, moi, j'ai assumé quand même dans le cadre de ma carrière administrative et universitaire,
universitaire, j'ai assumé un certain nombre de responsabilités au sein de la haute administration, mais je constate que des jeunes qui viennent avec des diplômes ou du Canada ou des universités africaines, mais avec des diplômes qui ne sont pas défendables. Ça veut dire que des diplômes, c'est vrai, les diplômes, certains sont faux, mais ce n'est pas tout le monde, il y a quelques faux. Mais en fait, avec des diplômes valables, mais des diplômes qui sont sans contenu. Quand je dis sans contenu, c'est que les auteurs ne sont pas capables de les défendre. Vous pouvez trouver des ingénieurs informaticiens, mais que vous les mettez devant des machines, ils ne sont pas capables. Vous pouvez trouver des administrateurs civils que vous intégrez à la fonction publique, mais ils ne sont pas capables de vous faire un rapport de mission. Vous pouvez former des sociologues, mais ils ne sont pas capables de vous faire une étude de terrain. C'est-à-dire, je dis seulement des exemples que j'ai connus. Et cette jeunesse-là, alors on se pose la question, il y a une race de fonctionnaires qui est en train de partir de la fonction publique. À l'époque, c'est des jeunes moniteurs, des parents qui étaient là. Nos aînés étaient des gens formés au BPC ou au baccalauréat, mais qui avaient assumé un certain nombre de responsabilités. Vous n'allez pas me dire seulement que c'est la qualité, mais non, il y a un climat, il y a un environnement de l'administration avec la rigueur et le respect de la loi, une société éducatrice des enfants, le respect, etc. C'est tout un climat, c'est tout un ensemble qui accompagne la construction de cette société. Docteur, vous avez, peut-être juste avant que vous preniez la parole, le docteur parlait du milieu académique d'une certaine manière. Oui. Je pense que vous pouvez avoir les derniers chiffres un peu du taux d'analphabétisme dans ce pays. Tout à fait. Vous avez une idée, c'est combien à peu près? D'analphabétisme au Tchad, nous sommes au niveau de 87%. Bon, si tel est le cas, prenons cela comme un fait. Ce qui est sûr, c'est presque la moitié des gens qui sont analphabètes. Oui. Vous voyez, dans cette population... Puisque vous avez parlé d'analphabétisme et les gens analphabètes. Voilà, c'est-à-dire que dans cette population, des gens qui n'ont pas eu la possibilité même d'aller à l'école, il y a des jeunes dont on aura besoin. Tout à fait. Ce que je voudrais dire, c'est que ce débat la référence n'est pas l'école. Une référence non, la référence n'est pas le savoir. Une référence des jeunes qui sont juste instruits, mais aussi parmi ceux qui sont dans les villages, dans les milieux ruraux, dans les milieux défavorisés. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir d'eux comme comportement en tant que citoyen de Ça, c'est ce que j'ai dit, vous posez le problème de la société. Voilà, ça pose la question de la société et des repères. C'est quoi, finalement, demain, les hommes qu'on veut former, les hommes, entendez, hommes et femmes, qu'on veut former un peu pour le pays. Et donc, ça va aller au-delà, je dirais, un peu de l'éducation. Moi, je dis souvent... On a vu, par exemple, dans l'histoire des pays comme les Émirats arabes unis ou bien dans un certain nombre d'autres pays, les gens qui ont eu l'ingéniosité de bâtir même les fondations des nations fortes n'ont pas forcément été des gens qui ont été à l'école. Oui. Mais c'est des gens qui ont peut-être eu un certain nombre de valeurs en eux. Et c'est peut-être aussi cela qui, progressivement, nous permettra, à l'échelle de ce pays-là, de prôner la tolérance, de prôner la nécessité de construire une nation forte, unie, qui ne fait pas une dichotomie. Parce que, vous voyez, parmi les jeunes, lorsqu'on voyage, même on regarde à travers le monde, parfois, vous voyez, les gens disent, dans les causeries, ils vous raconteront que les Tchadiens, généralement, par exemple, sont très soudés à l'étranger. Vous les trouvez ailleurs, ils sont très soudés. C'est des valeurs de notre société. Voilà. Et puis maintenant, lorsqu'ils reviennent chez eux, c'est autre chose. Ils sont comme repartis dans leur milieu naturel. Et alors, c'est une vie dichotomique qui s'installe. Comment est-ce que nous, en tant que jeunes, demain, si nous voulons un Tchad différent, nous pouvons contribuer à changer cet état des choses. Le mieux vivre ensemble. Posez là la question du mieux vivre ensemble. Que je suis ne partage pas seulement sa chambre d'étudiant avec Mohamed Saleh lorsqu'ils sont au Cameroun ou bien en Tunisie ou en France, et lorsqu'ils reviennent au pays, eh bien, arrivés à l'aéroport, leur chemin se sépare, l'un prenant la direction de la rue de 40 mètres qui est réputée dans le cœur de la vieille génération comme appartenant à une certaine catégorie. Ça, c'est le changement de l'environnement social de notre pays par rapport à un certain nombre de choses. Nous avons connu un certain nombre de problèmes. Nous avons connu un certain nombre de problèmes. Nous avons connu un certain nombre de problèmes. Ma logique est de dire quoi? C'est de dire que, comme on dit en arabe, notre mustakbal, comme on dira, notre avenir, ça se construira d'abord à travers des gens qui ont compris la nécessité d'une tolérance réellement transformée. C'est ce que je dis, le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire le construire le mieux vivre ensemble. Et qui comprennent que ce dont il est question, par exemple, sur la nécessité de construire une nation plus forte, ça ne devrait pas être basé sur des hypocrisies de façade, qui sont des unités de façade, par exemple, à l'étranger, et une fois au pays, les gens se replient sur leur... Non, là, c'est un autre débat que nous pouvons engager. Mais ça, il appartient aussi aux jeunes. Tout à fait. Pour moi, les jeunes, ils vivent dans une société qui a changé parce qu'ils sont
sont nés dans une société qu'ils ne connaissaient pas. Une société de violence, une société de repli identitaire, une société de communautarisme. Exactement. Ces replis identitaires et ce communautarisme n'existaient pas avec les aînés. Les gens à Forlami à l'époque, oui, à l'époque à Forlami, les gens ne connaissaient même pas les ethnies des gens. Ils vivaient dans la communion, les gens à Forlami. À Forlami, dans les quartiers Ambassadna, Mardianafa, on ne connaît pas les quartiers du sudiste ou les nordistes. Les gens vivaient en communion. Mais ça a changé avec les événements. Je dis bien, tenez compte d'un certain nombre de pesanteurs qui sont arrivés ces dernières décennies. Ça a changé. Ça, c'est un élément, je dis, de la société. C'est un élément de la société. Ça, c'est un débat que nous pouvons engager sur la question du mieux vivre ensemble, sur la question de la construction d'une société de tolérance au Tchad. Ça, c'est autre chose. Mais ça, les jeunes, ils ont un rôle grandement... Oui, mais c'est à nous de les éduquer, c'est-à-dire les aînés. Nous, les aînés. Les jeunes peuvent assumer leurs responsabilités si nous leur indiquons, nous les parents, si nous leur disons simplement que celui-là, qu'il soit d'une autre religion, celui-là, qu'il soit d'une autre ethnie ou d'une autre région, vous êtes liés par un certain nombre de valeurs, vous êtes d'abord tchadien. Vous êtes d'abord tchadien. Ce que vous défendez à l'extérieur est toujours valable. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé une fois arrivé à Ngeli ou une fois arrivé à l'aéroport à Saint-Djamous? Qu'est-ce qui change? Pourquoi ce comportement-là? Ça veut dire que la société tchadienne a changé. Ça veut dire qu'il y a des questions politico-militaires, il y a des questions politiques, il y a des questions identitaires, il y a des questions de repli identitaire, des questions... Tout cela, c'est des éléments qui ont changé la mentalité. Et les jeunes se trouvent dans une autre situation. Docteur, j'entends bien cela, mais je voudrais dire que c'est modérément suffisant de leur dire que, en fait, d'où que vous veniez, vraiment, vous appartenez à la même société et qu'il ne devrait pas avoir... C'est peut-être une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que finalement... On ne leur dit pas. Non, ce n'est pas une question simplement de leur dire. Il faut les amener. Je voudrais revenir, mais j'aimerais bien... Voilà, j'aimerais bien intervenir. Cette question qui est en train d'être soulevée, nous l'avons débattu, M. Moussédé et moi, dans un ouvrage intitulé « C'est quoi être tchadien ?» Très bien. Nous sommes partis. C'est pour ça que je voudrais qu'on transpose cela pour arriver à la question de la jeunesse elle-même. Voilà. Oui. Donc, en deux mots, je vais vous dire un peu quelle est l'idée, d'où est venue l'idée de cet ouvrage-là. Lors d'un de mes voyages en Inde, il m'a été demandé c'est quoi être tchadien parce qu'on a vu mon passeport. J'ai été incapable de répondre à cette question-là. J'ai envoyé la même question à tout mon répertoire sur Internet, donc aux compatriotes vivant un peu partout. Et beaucoup étaient très fâchés parce qu'ils ont dit c'est quoi être tchadien. Et beaucoup n'ont pas pu répondre à la question. Et après, on s'est dit il faut bien qu'on puisse répondre à cette question-là parce que quand vous demandez à un jeune Camerounais c'est quoi être Camerounais, il vous répond tout de suite. Quand vous demandez au Tchadien, ce n'est pas évident. Et donc, dans cet ouvrage, on a, qui est assez intéressant, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a une absence de repères. On s'est rendu compte, par exemple, qu'au niveau de la jeunesse, les gens sont complètement désemparés et la plus grande frange de la jeunesse est dans cette situation de, je dirais, ôte-toi que je m'y mette. Donc, ils veulent tout et tout de suite. La compétition. Donc, tout et tout de suite. Ils veulent que les aînés dégagent pour qu'ils prennent leur place sans avoir pris au préalable le temps d'apprendre à leur côté. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc cette culture d'immédiateté est vraiment à revoir. Oui. Et elle est très ancrée dans notre société. Pourquoi? Parce que vous avez dit quelque chose sur laquelle je voulais rebondir. Vous avez dit les jeunes ne sont pas outillés, ils ne sont pas responsables quand on leur confie des postes, ils ne sont pas à la hauteur. Ça aussi, c'est pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Non, j'ai parlé simplement des jeunes, mais c'est pas tout le monde, bien sûr. Je sais des jeunes ayant une certaine valeur. La plupart des jeunes tout à fait qui sont parrainés et qui, généralement, ne sont pas à la hauteur. Parrainés, c'est-à-dire? Ils sont parrainés par des hommes politiques, il faut... Ok. D'accord, très bien. Voilà. Allez-y. Donc, mais ceux qui sont à la hauteur, ceux qui ont intégré ce que Succès a appelé tout à l'heure la culture de l'excellence, ceux-là, malheureusement, ils n'ont pas leur place dans tout le processus de prise de décision dans notre pays. Certains ont leur place. Moi, je pense que dans tout cela, voilà, il y a un consensus sur la nécessité de, certes, de nuancer les choses. Moi, je voudrais rebondir encore sur ce que vous aviez dit par rapport en rappelant qu'en fait, peut-être les aînés n'ont pas suffisamment dit aux jeunes que, en fait, peu importe d'où ils viennent,
eh bien, ils appartiennent à un ils même pays. Ils n'ont pas suffisamment laissé à la société la culture de la tolérance, la culture de la cohabitation pacifique, la culture de la paix, la culture du Tchadien tout court. Exactement, exactement. Et la question de... Mais avant de revenir là, c'est quoi être Tchadien? Oui, ça c'est une vraie question. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus en intervenant là. Parce que là, c'est quoi? Quels sont nos pères fondateurs? Quels sont nos repères? Je me suis amusé dans un des ouvrages qui prône l'urgence de l'unité et du travail pour le progrès, à me poser cette question-là en introduction. Pour me demander, mais c'est quoi finalement, si on dit le Tchad aujourd'hui, c'est quoi les repères? Est-ce que c'est les Sao? Est-ce que c'est le lac Tchad? Est-ce que c'est le royaume du Chariba Girmi? Est-ce que c'est quoi la nation tchadienne en tant que telle? Et quelle construction? Voilà. Avez-vous trouvé une réponse à cette question? La réponse à cette question, c'est que la nation tchadienne est encore à construire. Oui, tout à fait. Est encore à construire. Il y a des efforts entamés ici. Nous, on revient de très loin. Hein. Oui, mais c'est quelque chose qui est encore à bâtir. Et pour moi, c'est le nœud. C'est le nœud si demain, on veut rêver d'un pays qui sera développé comme il se le doit, un pays qui sera réellement émergent, un pays qui pourra avoir sa place au concert des nations. Il faut que cet élément de la construction de la nation tchadienne soit quelque chose qui soit considéré comme la colonne vertébrale. Parce que pour un pays, la chose essentielle, c'est la seule conscience d'un destin, d'un maktoub, comme on dit en arabe, nécessairement en partage. Or, c'est cela qui a pendant longtemps manqué dans ce pays et qui a fait que on est passé par des événements historiques, appelés les événements, par exemple, des années 1979 et compagnie, et qui ont tapissé la mémoire de nombreux Tchadiens de 1001 blessures. Donc, la jeunesse aujourd'hui, qui rêve et qui a envie de voir les choses aller sur un chemin meilleur, doit donner sa part de contribution et en être conscient, pas en tombant dans les hypocrisies. Parce que même à l'époque, et c'est là où je disais que j'étais à moitié d'accord avec vous, les gens disaient, tous ceux qui vivaient à Fort-Lamy et compagnie, bon, on n'était pas tous là, ou bien du moins... Vous n'étiez pas nés. Non, on n'était pas là, exactement. Et donc, on peut nous dire les choses, mais les gens disaient ça. Fort-Lamy, c'est dans les années 75. Et puis, avant, oui, attention. Oui, mais c'est-à-dire que, juste avant cela, mais progressivement, 75-79, c'est N'Djamena. Voilà, on est arrivé à cette situation. Ça veut dire que c'est sur l'hypocrisie antérieure des gens qu'a pu prendre naissance toutes ces saisons de barbarie. Ce que vous appelez l'hypocrisie, donc, ce que je dis, je finis et je vous... C'est les problèmes politiques que le Tchad a connus. Des problèmes politiques, des problèmes de dévolution de pouvoir, des problèmes de révolution, des problèmes de questions nord-sud, musulmans, chrétiens. Je ne voudrais pas qu'on évoque ces sujets-là, parce qu'elles ont leurs conséquences sur notre société. Elles nous ont donné un visage de notre pays, d'un pays de blocs, d'un pays de deux blocs, d'un pays de deux cultures, arabo-musulmanes d'une part, négro-chrétiennes, animistes d'autre part, d'un pays de méfiance, d'un pays, comme vous appelez, c'est ça qu'il faut rompre avec. Donc je dis, voilà, c'est ça qu'il faut rompre avec. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on évoque ce sujet-là. Non, c'est comme si le docteur est en train de dire que s'il y a une plaie, au lieu de désinfecter la plaie, il faut juste mettre une éponge là-dessus. Non, je n'ai pas dit ça. Non, parce que ce que je dis, c'est quoi? On évoque simplement un seul volet de la question de notre société aujourd'hui autour de cette table. C'est la question du devenir de la jeunesse. Le devenir de cette jeunesse-là ressort des discours des politiques, des associations, de tout le monde. On parle de la jeunesse comme on a parlé des femmes. Mais c'est vrai, parler d'un pan de la société, vous ne pouvez pas parler de l'impact qu'a la société sur ce point-là. Non, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il y a un complexe. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? J'invoque cela pour dire quoi? Pour dire s'il y a un chantier, un vrai chantier aussi, auquel la jeunesse doit se considérer comme être le maçon ou bien une partie des maçons ou des ouvriers pour construire ce pays, c'est le chantier de la construction de la nation tchadienne. Parce que c'est autour de cela. Alors, justement, une fois que tout cela est bien bâti, tout le reste, les programmes économiques, les programmes sociaux... Non, ils vont venir. Ça, non, ça va se passer. Parce qu'au fond, les gens se sentent soudés par quelque chose qui est plus grand. Le mieux vivre ensemble. Voilà, c'est ce que j'ai appelé le mieux vivre ensemble. Donc, on se rejoint sur cette nécessité-là. Et moi, je dis, la jeunesse doit avoir sa grande part. Pour être plus pratique, vous êtes économiste financier, vous avez été très jeune fonctionnaire international, à 26 ans déjà, vous étiez parti. Que pouvez-vous donner à votre nation? Moi, ce que je peux donner à ma nation, c'est d'abord, pour moi, être un peu, je dirais un peu,
partout où je vais... C'est quoi votre cursus? Partout où je vais, je voudrais revenir là-dessus, mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de dire d'abord, pour moi, ce qui peut être intéressant à donner comme contribution. J'avais rappelé tantôt la création de l'initiative Génération ABCD, dont le seul objectif, avec des amis venant de partout, de toutes les régions, de toutes les religions, hommes et femmes, dont l'objectif Génération ABCD, c'est promouvoir le droit de rêver. Et le jour où on avait lancé cette initiative, quelque chose m'avait attiré. C'était au lycée collège Saint-Charles-Luanga. Et lorsqu'on devait remettre les bourses d'excellence, dans tout le lycée, la seule classe où il y avait 2 premiers ex aequo, c'était en classe de première C. Et l'un, ils avaient tous les deux 14,05 de moyenne. L'un s'appelait Mohamed Abdelkerim Mohamed et l'autre s'appelait Madjirebe Nawadinga. L'un venant du nord, l'autre venant du sud. L'un étant chrétien, l'autre étant musulman. L'un venant des parents commerçants, l'autre venant des parents paysans. Tout cela ne les a pas empêchés de se retrouver tous les 2 premiers de la classe. J'avais dit aux plus jeunes qui étaient là et qui venaient nous regarder que ça c'était le plus bel, je dirais, exemple de ce à quoi nous devions tous, en tant que jeunes, rêver. Et cette histoire, à elle seule, de ces 2 jeunes venant des conditions de vie différentes et qui se retrouvent en quelque sorte autour de la table de l'excellence, parce qu'ils étaient tous les 2 premiers de la classe, était suffisamment grand pour rappeler la nécessité de se dire que peu importe d'où on vient, on peut rêver, contribuer à la société, on peut rêver, contribuer à construire une nation forte. Donc, l'idée, à travers ce genre d'initiative, que j'essaie de dupliquer avec les amis, partout où on va, c'est de dire, nous devons prôner la tolérance, la réelle, la transformer à l'échelle de notre pays. Nous devons dire, tous les jeunes qui ont la possibilité d'agir en termes d'entreprise, en termes d'écriture, en termes de sensibilisation, doivent contribuer à la construction de ce pays-là. Donc ça, c'est un des exemples. Et faire en sorte que, par exemple, les plus jeunes qui ont réussi, des gens de notre génération, par exemple, qui ont réussi un tout petit peu, puissent dire à ceux qui les suivent que c'est possible et les encourager à la culture de ce que j'avais appelé tantôt en amont, la culture de l'excellence citoyenne. Parce que ce n'est que comme ça que quand demain, ils vont avoir des responsabilités, des ministères, des responsabilités de l'armée, des responsabilités de la justice, et j'en passe, ils seront des citoyens au sens noble du terme, respectant un certain nombre de valeurs qui vont faire de ce pays, le Tchad, que nous aimons tous, un grand pays. Donc, c'est autant de contributions concrètes auxquelles j'exhorte en fait les plus jeunes générations. Et partout où je vais, quand j'ai la possibilité de discuter avec les plus jeunes, eh bien, c'est pour fédérer ces genres un peu d'initiatives et qui ont pour vocation à... Vous allez répondre très vite. Voilà. D'où venez-vous, succès? Moi, je me définis toujours comme un Tchadien de la tête aux pieds, qui est né d'abord ici au Tchad. J'ai commencé mes études de la 6e en terminale au lycée collège Saint-Charles-Luanga. Et puis après cela, je suis allé à l'université catholique de Yaoundé. Puis après, je suis allé en France où j'ai eu la chance d'étudier à l'Institut d'études politiques de Paris. J'ai fait l'école doctorale d'économie de la Sorbonne. Donc voilà un peu pour mon petit parcours. Et aujourd'hui, je suis fonctionnaire international. Je dois préciser qu'à ce titre, je dirais, individuel, personnel, et comme un jeune patriote qui est intéressé par l'avenir de ce pays, que j'ai cette chance-là d'être autour de ce tableau avec vous. Un autre jeune à côté de vous, mais un écrivain, Renaud. Vous voulez savoir d'où je viens? Contrairement à Succès, moi je suis né au Cameroun. J'ai découvert le Tchad quand j'avais 17 ans parce que j'étais parti du Cameroun étant très en colère. On nous taxait de fils d'échappés de cartouches, comme si on avait fui la guerre. Or, mes parents n'avaient pas fui la guerre. Donc, c'est cet attachement à mon pays que j'avais ancré en moi qui m'a donc poussé à traverser le pont de Ngeli. Et depuis lors, j'ai fait les lettres bilingue à l'université ici, et après lettres bilingue, j'ai continué pour faire un master, un DSS. Maintenant, c'est un master 2, un DSS en management et communication. Mais dans la vie active, j'ai travaillé pendant 7 ans dans la presse écrite, ce moment encore les plus chauds. Et après, j'ai intégré la chambre de commerce où j'ai eu la chance de gravir les échelons et de devenir directeur général. À présent, je fais office de secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat tchadien. Et à mes heures perdues, j'écris et
j'agis ici comme formateur dans certains instituts de la place. Très bien. Sur le plan économique et social, que peut être la part des jeunes? Oui, là on revient vraiment sur le sujet parce que je voudrais bien qu'on puisse apporter. Sur le plan économique et social, les jeunes, j'observe, pour rejoindre ce qu'il vient de dire, il n'y a pas que l'université, il n'y a pas que les instituts. Les jeunes appartiennent à tous les niveaux de l'économie. À tous les niveaux de l'économie, je vois des petits métiers, j'observe des jeunes qui apprennent des petits métiers, ne serait-ce que dans la ville de N'Djamena. Si vous apprenez, il y a des petits artisans, des jeunes qui se débrouillent, on les appelle les débrouillards, mais on ne les a pas recensés, je ne sais pas, tout à l'heure peut-être monsieur le secrétaire général va nous répondre sur ce qu'on appelle la part de l'apport économique des jeunes, des jeunes artisans, des jeunes des métiers tout court, des jeunes courants, des jeunes cordonniers, des jeunes clandomanes, je veux dire, des gens qui interviennent. Les jeunes sont d'abord au niveau des consommateurs, sont également au niveau des producteurs de richesse. Oui. Ils produisent la richesse, mais c'est des jeunes qui sont également au niveau de l'emploi. Ah, ok, il ne nous reste que 3 minutes, donc au lieu de parler de l'apport des jeunes, je poserai plutôt une question. Quelle est la proposition que vous pouvez faire à l'endroit des dirigeants? À l'endroit des dirigeants, moi personnellement, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais à l'endroit des dirigeants, le problème de la jeunesse ne se limite pas à responsabiliser quelques jeunes au niveau du gouvernement, à prendre quelques ministères ou de créer un ministère de la jeunesse. Non, je ne sais pas qu'est-ce que ce ministère fait concrètement à l'endroit de la jeunesse, à part les meetings, la jeunesse et sport, qui est limité à l'activité sportive au niveau universitaire et scolaire. Le contenu IMM n'est pas visible. Moi, mon problème, c'est que les gens doivent savoir former cette jeunesse au niveau des métiers. Nous n'avons pas, dans tout l'ensemble du Tchad, il n'y a pas que les jeunes universités, il n'y a pas à créer des instituts, des universités, mais il faut s'adresser également à la majorité des jeunes qui sont en train d'être chassés par la pauvreté, qui font ce qu'on appelle l'exode rural. Il y a beaucoup de jeunes au niveau des éleveurs, au niveau du monde rural, du développement, qui quittent les villages et qui envahissent les villes et qui tombent dans la délinquance et la dépravation. Ça, ces jeunes-là, il faut les prendre en main. Ces jeunes-là, il faut les prendre en main parce qu'ils constituent quand même la grande majorité des jeunes parmi les jeunes. Donc ça constitue un élément extrêmement important. Merci. Oui. J'abonderai dans le même sens que le docteur. Des propositions aux dirigeants. Et la seule et unique proposition que j'ai à faire, c'est d'impliquer de manière plus active les jeunes en tenant compte des critères d'excellence dans le processus de prise de décision. Ok. Moi, je pense que l'essentiel aura été dit. Si j'avais une proposition à faire, il a été rappelé tantôt que peut-être créer un ministère, ce n'est pas suffisant. Peut-être avoir quelques jeunes nommés, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que la question de l'approche participative à tous les échelons de la société est quelque chose qui est important. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est le côté un peu, je dirais un peu, le signal. La jeunesse a besoin d'avoir des repères d'une certaine manière. La meilleure manière même de former une personne, c'est de montrer que, voilà, la manière dont, par exemple, l'État est géré. Qu'est-ce qu'on sanctionne? À qui est-ce qu'on donne une promotion? C'est quoi les valeurs sur lesquelles la République est assise? C'est quoi les éléments essentiels, par exemple, d'une nation? Qu'est-ce que la société n'est pas prête à tolérer? Tous ces éléments-là déjà. Si cela est fait, alors les jeunes seront mieux outillés, ils auront plus de repères et ça leur permettra d'une certaine manière de mieux se bâtir quand ils auront les responsabilités demain. S'ils ont l'impression que tout cela ne tient pas et que les valeurs de la République sont inversées, alors les jeunes aussi veulent les raccourcir d'une certaine manière. Merci. Donc c'est cela que je conseillerais. Merci, hein. C'était bien. C'était bien et j'espère que vous avez été écoutés par les dirigeants, par les jeunes, bref, par tous les Tchadiens. Et prônons l'excellence, je parle aux jeunes, prônons l'excellence citoyenne. Exactement, l'excellence citoyenne. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je vous retrouve, je crois, dans 2 jours. Voilà, ça sera une autre occasion. Au revoir.